tous ces militants, il y a beaucoup d'Européens. Ils sont tous, à l'époque, c'était avec des caméscopes à la main, avec des autocollants, des ONG qui les ont financés, et ils se jettent comme ça sur le visage des soldats israéliens à 5 cm, et il y a des Israéliens d'extrême gauche qui hurlent en hébreu sur les soldats de tous les noms, qui leur disent nazi, nazi, ton père aurait eu honte, ton grand-père aurait eu honte, mon grand-père a survécu au Auschwitz. Il les insulte comme ça, il les provoque des pires noms, si vous voulez, en espérant que, évidemment, un soldat va finir par s'énerver. Alors Julien, justement montrer un extrait de cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et qui suscite beaucoup de polémiques. C'est difficile de se faire une idée très claire de ce qui s'est passé sur place. Mais vous étiez lors de votre service militaire au porte-parole de Tsahal et vous avez eu l'occasion d'être confronté ou d'être témoin vous-même de ce type de scène de confrontation entre des soldats israéliens du contingent et des militants, ce que l'on appelle des militants pacifistes ou des militants d'extrême gauche, on ne sait pas trop comment les appeler, qui sont sur place. Je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se passe, en particulier par exemple dans des villes où il y a de haute tension comme Hebron, qu'est-ce qui se passe sur place avec ces militants? Quel est leur objectif? Alors, je vais commencer par être très clair, comme vous l'avez dit Daniel. Je vais parler des cas de manière générale et je ne parle pas donc du cas précis de la polémique parce que l'enquête est en cours et que comme l'affaire est politisée, que le chef d'état-major a donné son opinion, certains politiques ont donné leur opinion, je fais exprès, je ne rentre pas dans ce cas précis, je ne donne pas mon avis là-dessus parce que je ne connais pas la vérité tout simplement. En revanche, je vais vous parler de manière générale, comme vous avez dit Daniel, de ce que j'ai vu pendant le service militaire, que ce soit donc, dans plusieurs villes de palestiniennes où j'ai accompagné soit des journalistes, ou soit j'ai accompagné des soldats de la brigade de Kfir, par exemple, je descendrai en Cisjordanie, etc., etc. Et ce que j'ai vu, c'était des manifestations, en général, les vendredis, tous les vendredis, à la même heure, aux mêmes endroits, qui étaient organisés par des ONG d'extrême gauche israélienne ou européenne. Et on voyait, en fait, c'était un spectacle. Mais c'est-à-dire vraiment un spectacle de mise en scène. Et les soldats, donc, qui avaient, comme vous l'avez dit, 19-20 ans, étaient totalement lassés de ce spectacle. Ils nous disaient, voilà, maintenant il est telle heure, donc maintenant ils vont arriver. Donc c'est vraiment comme si les acteurs se mettent en place sur, vous voyez, sur un set de tournage, sur une scène de théâtre. Donc les acteurs, donc les manifestants arrivent. Les soldats sont en ligne, comme ça, face à eux. Ils les attendent, donc oui, il y a des débordements, parce qu'il faut les empêcher d'arriver, évidemment, à côté dans les villes israéliennes pour éviter des débordements. Parce qu'en fait, j'ai demandé aux soldats, si vous venez pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas y avoir de spectacle, on dit, si on vient pas, ils viennent jeter après, ils s'en prennent au village israélien à côté, donc on est obligé de venir. Donc les soldats viennent, ils se mettent en ligne, et une fois en ligne, on voit tous ces militants, il y a beaucoup d'Européens en général, dans les cas que j'ai vus, je ne parle pas de ce cas-là. Il y a beaucoup d'Européens de différentes villes. Ils sont tous, à l'époque, c'était avec des caméscopes à la main. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, ils ont des iPhones un peu plus développés, mais à l'époque, c'était des caméscopes. Ils ont tous des caméscopes avec des autocollants, des ONG qui les ont financés, et ils se jettent comme ça sur le visage des soldats israéliens à 5 cm, et il y a des Israéliens d'extrême gauche qui hurlent en hébreu sur les soldats de tous les noms, qui leur disent nazi, nazi, ton père aurait eu honte, ton grand-père aurait eu honte, mon grand-père a survécu au Auschwitz. Il les insulte comme ça, il les provoque des pires noms, si vous voulez, en espérant que, évidemment, un soldat, si vous voulez, finisse par se vexer, finisse par s'énerver et répondre. Et ils ont ordre, mais ce sont des gamins, encore une fois, ils ont ordre de ne pas réagir. Moi, à un moment, je me souviens très bien, il y avait un de ces gars-là qui était venu me voir et qui avait commencé à vouloir discuter avec moi. Et j'allais répondre naïvement, parce que c'était la première fois que je voyais cette situation. Et le commandant, l'officier, qui devait avoir 21 ans, m'a attrapé la main et m'a dit, tu te tais, tu ne réponds pas. Parce que s'ils attendaient. Et en effet, dès que je m'apprêtais à parler, j'ai des caméras qui arrivaient vers moi. Et en fait, ce qu'ils attendaient, c'était vraiment le dérapage. Le dérapage, la scène qui allait faire le buzz. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas précis à Hebron. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je n'étais pas présent. Je n'ai pas la vidéo. Enfin, je n'ai pas l'entièreté de la vidéo. Le chef d'état-major a envoyé une lettre et tout ça. Et moi, je vous parle de manière générale de ce genre de scènes qui sont très fréquentes, qui sont basées sur des provocations pour faire le buzz. Des provocations, on le dit donc, de ces militants d'extrême gauche. Bien sûr. Encore une fois, après, les scènes de violence et les réactions violentes de soldats sont pas acceptables, évidemment, notamment contre des personnes qui ne sont pas armées. Mais le but du jeu, encore une fois, c'est de les pousser à bout.
Et quels sont là on voit des soldats, de simples soldats, mais où sont les officiers de ces soldats quand ils sont confrontés à ces militants? Pourquoi finalement il n'y a pas un officier qui est un petit peu plus âgé, qui a peut-être un petit peu plus de responsabilité, qui peut peut-être mieux gérer et les empêcher peut-être de craquer à un certain moment? Disons que c'est pas considéré comme une grosse opération militaire. C'est-à-dire que pour ce genre d'opération, on envoie un officier de premier rang, si vous voulez, un jeune officier, un sous-lieutenant ou un lieutenant, peu importe, c'est-à-dire vraiment dans les premiers grades, si vous voulez, de l'école d'officiers, parce que c'est pas non plus une opération terroriste, faut pas non plus la pousser. Donc on estime que c'est une opération de routine du quotidien qui peut être gérée par un jeune soldat. S'il était question d'arrestation d'un terroriste recherché pour des actes violents, j'imagine que l'armée envoyait des gens plus gradés. Mais ce genre de manifestation arrive tout le temps. Tous les vendredis. Donc on ne va pas non plus envoyer un colonel à chaque fois que des militants d'extrême gauche font une manif. En fait, vous nous dites, et ça c'est important de le souligner, que parmi ces manifestants, il y a une partie importante qui sont tout simplement pas des Israéliens, ce ne sont pas des citoyens israéliens ce sont des touristes qui viennent ici susciter une forme d'agitation ou de provocation. Ah, mais c'était un spectacle, c'est-à-dire ils étaient là, enfin moi de ce que j'ai vu à l'époque en tout cas, ils étaient là en mode, ils étaient venus voir le show. Et ils étaient assis sur le sol avec leur appareil photo, j'avais essayé de parler avec eux, certains venaient de différents pays européens, je me souviens avoir dit à une amie avec qui j'étais en service militaire, que vous connaissez d'ailleurs Daniel, j'étais avec elle, je lui disais mais Sarah, ils auraient pu être nos voisins à Paris ces gens-là. Et c'est vrai, enfin, c'était vraiment le sentiment, c'est-à-dire qu'ils c'était vraiment européens, c'était des gens avec qui on aurait pu être en région parisienne, et ils étaient là, ils étaient en tourisme, ils étaient au safari, vraiment, ils étaient là pour voir le show. Et tout ça est orchestré par des ONG, on veut dire, vous avez dit, il s'agit d'ONG qui sont soit des ONG israéliennes, proches on va dire, de la cause palestinienne, soit des ONG même européennes, c'est-à-dire même là aussi, il pourrait s'agir d'ONG qui n'ont même pas de lien direct avec Israël? Alors, encore une fois, dans le cas présent de Hébron, je ne sais pas. Oui, dans le cas présent de Hébron, on a dit qu'il s'agissait de Breaking the Silence, cette Shomrim Shtika voilà. qui était extrêmement présente à Hebron, ça il faut le souligner. Mais il faut savoir que, Daniel, ce genre d'organisation aussi repose sur des dons. Et c'est des vidéos qui sont très bonnes pour faire des campagnes derrière. De même que, alors, je vais certainement pas faire un parallèle entre les deux, mais disons que quand les organisations de secouristes israéliens ont besoin de dons, ils montrent leurs opérations sur le terrain, qui sont évidemment pas les mêmes choses. Ils sauvent des vies, on le rappelle. Mais donc ils montrent leurs opérations, leur fait d'armes, entre guillemets. Et bien eux, leur fait d'armes, c'est d'aller provoquer des soldats israéliens en espérant qu'un soldat israélien pète un câble pour ensuite à faire des campagnes de levée de fonds en Europe en disant regardez, il faut aller sauver nos amis dans les territoires palestiniens, en Palestine occupée, ce genre de choses. C'est-à-dire quand Martinez, vous vous souvenez, le chef de la CGT est allé à Naplouse il y a pas longtemps, j'imagine qu'ils lui ont fait un show similaire. Il y a dans ce film de ce vendredi, je voudrais peut-être vous poser la question aussi parce qu'il y a un autre élément. Il y a un soldat qui dit Ben Gvir va régler votre compte. Attention, ça va plus durer longtemps cette affaire. Ben Gvir va régler votre compte. Là, en mettant de côté, on va dire l'aspect politique. Est-ce que l'armée israélienne elle a les moyens, elle est cautionnée par l'échelon politique, justement, et elle a les moyens de mettre un terme à ce genre de manifestation. Pourquoi, finalement, on n'essaye pas d'empêcher les manifestants de se rapprocher des soldats et pourquoi, et deuxième question, pourquoi, finalement, dans ce genre de cas de friction, on n'utilise pas des gardes frontières qui sont plus expérimentés, qui sont plus adultes, on va dire, et qui peuvent plus facilement réagir, peut-être qu'ils sont moins sensibles à ce qu'ils entendent de la part de ces militants? C'est une bonne question. Déjà, je vais dire parce qu'il y a c'est une question aussi d'allocation des moyens humains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manifs, il n'y a pas un nombre illimité de soldats. Les gardes frontières, on les utilise aussi pour des choses d'opération antiterroriste, pour le maintien de l'ordre dans la vieille ville de Jérusalem aussi. C'est des choses qui sont importantes. Donc c'est aussi ça. Maintenant, est-ce qu'on les empêchait d'approcher les soldats? J'arrête de vous dire, Daniel, le rôle des soldats, c'est d'empêcher ces gens-là d'approcher la population. Mm-hmm. Donc c'est le rôle, malheureusement, aussi des forces de l'ordre d'être en première ligne. Moi, je me souviens, comme j'ai dit, j'avais posé la question à ce soldat, je leur ai dit, mais si vous savez qu'ils viennent tous les vendredis à cet endroit, ne venez pas.
ne venez pas. Et ils vont pas, voilà, le show n'aura pas lieu. Mais si on vient pas, ils viennent plus bas et ils s'entraînent derrière aux implantations israéliennes, aux villages israéliens. Donc il y a pas trop le choix. C'est assez fréquent. Comment éviter ça? Quant au fait d'utiliser les gardes frontières, par exemple, hein, on a aussi vu des films où il y a des officiers des gardes frontières qui ont l'expérience de ce genre de manifestants, qui leur disent vous ne pourrez pas avancer, et qui restent calmes parce qu'ils savent que c'est exactement le jeu, mais comme ils ont plus d'expérience, ils sont moins sensibles, eh bien les choses se passent plus facilement. Est-ce que c'est envisageable de déployer des forces de garde frontières, qui sont un peu les CRS israéliens, dans ce genre de zone à tension? Oui, c'est envisageable. Simplement, il faut vraiment prendre en compte que on n'a pas des moyens humains illimités, et donc il faut savoir où est-ce qu'on veut les mettre. Est-ce qu'on veut utiliser ces gardes frontières pour encadrer les petites manifestations, ou est-ce qu'on veut les utiliser pour des choses plus importantes? Encore une fois, c'était pas une opération antiterroriste. Oui. Faut mettre les choses dans le cas de Hébron, hein, et dans le cas dans lesquels je vous ai décrit, c'est pas des opérations ni dangereuses, ni primordiales pour la sécurité de l'État d'Israël. C'est des manifestations qui donnent des images pourries, mauvaises, comme on en a vu beaucoup dans le passé, avec, je me souviens d'une employée du consulat de France, je crois, du consulat de France à Jérusalem, vous vous souvenez, qui avait été frappée par un soldat, alors que c'était en 2013. Alors que si on regardait toute la vidéo, on comprenait réellement ce qui s'était passé, et qu'on comprenait les soldats pourquoi ce qui s'était passé, sans justifier la violence, mais évidemment. Oui. C'est des scènes qui ont lieu tout le temps. On sait que les scènes de harcèlement, on se souvient de Aït Tamimi, comment ça s'appelait, si je me souviens souvent, cette jeune ado-palestinienne qui a fait sa carrière sur les réseaux sociaux en provoquant les soldats israéliens. Donc, c'est aussi une industrie, hein, j'ai envie de vous dire. Et il nous reste une minute, Julien. Comment peut-on lutter, vous qui êtes influenceur et très présent sur les réseaux sociaux, comment peut-on lutter face à une telle vidéo? Là, c'est trop compliqué. Il faut évidemment réexpliquer le contexte. Mais encore une fois, sur cette vidéo, je ne m'engage pas parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, que le chef d'état-major a fait une lettre, que c'est déjà politisé droite, gauche et tout, donc j'ai pas envie d'y entrer. Je vais prendre un cas plus général. S'il y a un cas, disons, avec une vidéo qui est embarrassante, mais qu'en réalité, qu'on prend le cadre complet, disons, le contexte complet, et qu'on sait que c'est plus complexe que ça, on peut évidemment essayer de réexpliquer. J'ai envie de vous dire que vous allez convaincre les convaincus, mais c'est important quand même de le faire parce que les gens qui aiment Israël et qui aiment l'armée israélienne et qui aiment les Israéliens veulent savoir tout de même que ce pays auquel ils sont attachés n'ont pas fait quelque chose de mal. Donc au moins pour ces personnes, c'est important de communiquer, de leur dire voilà vraiment ce qui s'est passé. Les autres, on les convaincra pas, c'est déjà trop tard. Mais c'est important. Moi, je dis toujours quand je suis en contact, soit avec l'armée, soit avec l'ambassade, soit avec le ministère des Affaires étrangères, de ne jamais mépriser les diasporas et de ne jamais de jamais mépriser les gens qui aiment Israël, parce qu'il faut aussi à eux leur donner des réponses et aussi leur donner des arguments, parce que eux aiment le pays et aimeraient bien savoir ce qui s'est passé. Eh bien, Julien Baloul, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez été porte-parole de Tzahal et donc témoin de ce genre de manifestation, entre guillemets, des militants de l'extrême gauche, soit israélienne, soit européenne, face à des soldats de Tzahal dans les zones de tension en Judée et en Samarie, et que vous êtes aujourd'hui influenceur, entre autres de vos activités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir témoigné. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel. Au revoir.